parcourt les nations d'Afrique depuis les années d'indépendance. Il fut un espoir devenu mythe, celui de l'amélioration du niveau de vie des populations africaines. Il fut même parfois espoir fou. L'État s'est alors donné le rôle de promoteur du développement économique et social, le socialisme servant souvent de support idéologique, puisqu'il avait le plus souvent soutenu les luttes pour la libération de l'Afrique. Les premiers diagnostics des échecs africains en ont rendu les États et les gouvernants responsables, ces derniers se préoccupant plus, souvent, de s'enrichir ainsi que leurs familles et leurs proches, plutôt que d'améliorer le niveau de vie de leur peuple. Et cela dure depuis bientôt 50 années. Les prétextes du non-développement, qui ont longtemps servi à construire une fatalité de l'échec de l'Afrique, ont eu pour nom détérioration des termes de l'échange, sécheresse, insuffisance de personnel qualifié, etc., etc. Fort heureusement, on donne désormais de plus en plus de place à la cause principale du non-développement, la malgouvernance. Mais quelle lenteur à constater de réels progrès, à réformer les comportements lorsque les régimes en place durent 20 à 40 ans. Alors, dans notre continent riche de son eau, de son potentiel énergétique, riche de ses terres arables, riche de son soleil, riche de ses mines et désormais de ses ressources humaines, l'espoir se tourne vers l'entreprise, unité de base du tissu économique et dont la construction, la croissance, le développement portent la croissance et le développement des nations. Qu'elles soient publiques ou privées, petites, moyennes ou grandes, c'est elles qui portent la responsabilité de la création de richesses, l'espoir de l'amélioration du niveau de vie des peuples d'Afrique, comme ailleurs dans le monde. Il est donc essentiel que l'on se soucie de son bon fonctionnement et surtout de sa pérennité. Mais en Afrique, et peut-être pas seulement en Afrique, le phénomène de contagion ayant joué son rôle, elle est déjà malade de malgouvernance. Au même mot, le même concept. C'est ainsi que le terme de corporate governance aurait été employé pour la première fois aux États-Unis par un universitaire, Richard Ellis, déjà en 1960, pour qualifier la structure et le fonctionnement de la politique des entreprises par analogie avec le gouvernement des nations, des États. Ce n'est pas le terme de government qui a été utilisé, mais celui de governance. En France, governance a été traduit par gouvernement, revenant ainsi à la signification plus large qu'avait ce mot jusqu'au XVIe siècle. À cette époque, et pour citer Michel Foucault, le terme gouvernement, je cite, ne se référait pas seulement à des structures politiques et à la gestion des États, mais il désignait la manière de diriger la conduite d'individus ou de groupes, gouvernement des enfants, des âmes, des communautés, des familles, des malades. Il ne recouvrait pas seulement des formes instituées et légitimes d'assujettissement politique ou économique, mais des modes d'action plus ou moins réfléchis ou calculés, mais tous destinés à agir sur les possibilités d'action d'autres individus. Gouverner, en ce sens, c'est structurer le champ d'action des autres. Fin de citation. Le gouvernement d'entreprise doit être compris dans ce sens. L'idée qui est à la base de la notion de gouvernement d'entreprise remonte d'ailleurs au moins à Adam Smith. Lorsqu'il n'y a pas coïncidence entre les propriétaires du capital de l'entreprise et ceux qui la dirigent, il existe un risque potentiel de conflit entre les intérêts des uns et des autres. Il aura fallu toutefois attendre les travaux de Jensen et McLean en 1976 pour que soit théorisée la notion de gouvernement d'entreprise. Ces travaux ont appliqué à la théorie de l'agence à l'entreprise, considérée alors comme le lieu d'un faisceau de contrats, et ont élaboré le modèle des coûts d'agence. Le dirigeant est considéré comme le mandataire des actionnaires et d'un ensemble de parties,
fournisseurs, clients, employés, avec lesquels il contracte au nom de l'entreprise. Le conseil d'administration et les auditeurs externes agissent comme des représentants de ces parties ou des intermédiaires. L'objectif était de renforcer les outils par lesquels les fournisseurs de capital peuvent s'assurer de la rentabilité de leur investissement ou, dans une conception plus large, des moyens par lesquels l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes est retenu. La question de savoir à quel point le gouvernement d'entreprise est représentatif et qui il représente, les actionnaires, shareholders strictement ou l'ensemble des parties prenantes, stakeholders, n'est pas épuisée et fait toujours débat, notamment au regard d'une acception orientée vers la shareholder value aux États-Unis et d'une conception de l'entreprise prenant en compte des intérêts plus larges en Europe. S'ajoutant à l'effondrement de la bulle spéculative sur les marchés actions et contribuant à la perte de confiance des investisseurs, l'affaire Enron et celles qui ont suivi aux États-Unis, Tyco, WorldCom, comme en Europe d'ailleurs, Parmalat, Royal Hold, non seulement traduisent des comportements frauduleux de dirigeants ou des erreurs stratégiques lourdes de conséquences, mais encore mettent en évidence les dysfonctionnements, d'une part, de conseils d'administration et d'autre part, des gatekeepers, c'est-à-dire d'auditeurs externes, d'analystes et de banques d'affaires comme des agences de notation. Ces faits ont mis à mal l'idée que le gouvernement d'entreprise puisse résulter de la seule autorégulation, puisque aux États-Unis même, le système a failli. Aux États-Unis, la réaction du gouvernement fédéral sera rapide, avec l'adoption de la loi Sarbanes-Oxley en juillet 2002 et de nouvelles règles pour les entreprises cotées. Celle-ci impose une plus grande présence d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration, l'inclusion d'un expert financier au moins dans les comités d'audit et la revue par ceux-ci, avec une fréquence trimestrielle, des états financiers certifiés par le directeur général et le directeur financier. Enfin, les administrateurs indépendants sont invités à se réunir indépendamment de la direction exécutive de manière régulière. En France, la réaction s'est traduite par l'initiative conjointe du MEDEF et de l'AFEB-AGREF de constituer un nouveau groupe de travail présidé par Daniel Bouton, son objectif étant la réévaluation d'un certain nombre de principes relatifs au gouvernement d'entreprise, à l'information et à la communication financière, ainsi qu'à la pertinence des règles comptables. Le rapport a été rendu public en septembre 2002 et les recommandations émises ont été en partie reprises par la Commission des opérations de bourse. Dans l'Union européenne, une note portant sur les conséquences de l'affaire Enron a été communiquée au Conseil ECOFIN d'Oviedo de mars 2002, conduisant à élargir au gouvernement d'entreprise le mandat sur l'harmonisation du droit des sociétés confié à un groupe d'experts de haut niveau présidé par M. Winter.